le travail rapproché. Quoi qu'on dise, je voudrais rebondir sur cet exemple précisément pour dire il y a peut-être un besoin encore de le rappeler. Euh, vous êtes venu il y a plus de 20 ans, à ce que je sache. Comment votre formation à laquelle vous faites référence en Afrique s'est passée? C'est à travers les messages où vous avez eu un mentor, un pasteur, un responsable spirituel qui vous a mentoré, qui vous a suivi, ou comment ça s'est passé pour que vous ayez un bon dépôt spirituel? Voilà, je pense que c'est une combinaison de tout ce que vous avez dit. Vous savez, nos églises en Afrique ne sont pas des méga church, comme on dit ici aux États-Unis. Et presque tout le monde se connaît. Les frères se connaissent entre eux, les mouvements de jeunesse et les hommes. On partage souvent une petite chapelle qui sert à tout. Et donc, très jeune, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai été très occupé dans les affaires du Seigneur. Je dirigeais la chorale, j'ai chanté dans la chorale avant de devenir directeur de la chorale. Il y avait le GBU qui a beaucoup influencé le groupe biblique universitaire qui a beaucoup influencé ma vie au Togo. Et être occupé par les affaires du Seigneur a fait tellement que je me rends grâce à Dieu que je n'ai pas eu le temps d'être tenté de sombrer dans certaines choses qui reviennent après pour hanter les gens, les boîtes de nuit. Il y avait les concerts qui étaient toujours en préparation, qui nous occupaient, et les frères qui veillaient à ce que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Et il y avait quelqu'un qui gardait un œil sur vous. Donc des mentors, il y en avait plein. Il n'y avait pas un seul. Il y a bien sûr des modèles toujours dans la foi, des gens à qui on veut grandir pour ressembler. Des diacres qui m'ont influencé, des pasteurs de différents pays qui venaient à l'Est à-haut. Donc voilà, ajouter aussi, ce n'est pas négligeable, la culture africaine elle-même, l'éducation qu'on nous donne en Afrique, le respect de la personne âgée, le respect de son patron, le respect de tous ceux qui sont nés avant vous, celui qui a une autorité sur vous. On ressasse cela, on répète ça tellement dans les familles, et quand on amène ça ici, on l'applique, vraiment, l'Américain vous remarque tout de suite et dit que vous êtes différent des gens de votre âge dans ce pays. Voilà. Parfait. Alors, ayant parcouru ce chemin, l'émission s'appelle Les chemins de la vie. Aujourd'hui, étant là où vous êtes, est-ce que vous pouvez regarder en arrière et voir quelqu'un qui aurait besoin de commencer quelque part, très loin, qui est par exemple à un point de départ ou à une étape quelconque de la vie? Quel conseil vous aurez à lui donner quand vous regardez votre expérience personnelle? Quelles sont les choses à ne pas faire? Quelles sont les choses, si c'était à recommencer, que vous auriez mieux fait? Et ça peut servir de conseil à ceux qui viennent. Voilà, je bondis directement sur la première des choses que je conseillerais à quelqu'un qui a son début, qui vient d'arriver. Je prends un exemple, ceux qui gagnent à la loterie, qui arrivent tout fraîchement dans ce pays, qui débarquent dans le salon de quelqu'un. Je leur demande, depuis l'Afrique, de ne pas se remplir la tête de trop de rêves. C'est vrai, on parle du rêve américain, mais le rêve américain se réalise dans l'humilité. On peut réussir dans ce pays, on peut même très bien réussir. Et quand on arrive avec cette armée de l'humilité, et qu'on se dépouille de toute vie double, et je voudrais... Bon, il y a des gens qui donnent une apparence de piété, mais qui savent qu'ils sont et qui ne veulent pas laisser partir cela, et qui partent, mais ça va vous rattraper. Donc toute vie secrète, et toute vie qu'on ne confesse pas, qu'on cache, qu'on cajole, il faut qu'on le laisse tomber avant de venir ici. Parce que, je l'avais dit tantôt, et les loups et les agneaux ici sont très forts dans les États-Unis. Donc celui à qui vous cédez, vous devenez proie à cela, il va vraiment vous alimenter. Vous allez être surpris de qui vous devenez. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il ne faut pas attendre longtemps, il ne faut pas attendre de devenir riche avant d'aborder les études. Si on est déjà marié, bon, ou on est célibataire, c'est la première des choses, il faut mettre ça au top des priorités. Une petite formation,
un cours qui débouche sur quelque chose de professionnel, ça permet quand même d'ouvrir les yeux sur cet aspect du pays où les gens qui n'ont pas de formation sont surexploités. Et ça devient de la main d'œuvre. Il faut rassembler 3-4 jobs avant d'avoir le salaire de quelqu'un qui avait une petite formation, peut-être d'1 an, de 6 mois, et qui a un salaire, qui a une assurance maladie, qui a beaucoup d'avantages qui viennent avec ça. Alors qu'avec 3 jobs, on ne peut jamais avoir l'assurance, on vieillit, on se tue à petit feu. Ouais. Merci. Et pour ceux qui... Ça, c'est pour ceux qui sont venus. Il y a des gens qui sont au pays, que nous rencontrons souvent, enfin, au pays, je vais dire en Afrique, et qui passent plusieurs années à se préparer pour venir. C'est-à-dire qui font des applications, qui perdent beaucoup de temps, et peut-être qu'ils ne vont jamais venir. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Est-ce qu'en Afrique, c'est possible de réussir? Parce que quelquefois, ça donne l'impression que tout est bloqué en Afrique et on a envie de foutre le camp. Voilà, et c'est vrai. S'il y a un pays sur la Terre qui est plus tentant, et je ne peux pas dire qu'on peut citer un pays avant les États-Unis. C'est vrai que c'est très difficile en étant en Afrique, en voyant la psychologie là-bas, de dire à quelqu'un qu'il faut faire attention, il ne faut pas se jeter à l'aventure comme ça, surtout en venant aux États-Unis ici. Mais ceci dit, je pense que pour une personne qui a un boulot moyen, qui a disons, une petite fonction qui lui paie régulièrement son salaire, je pense qu'il faut réfléchir par 2-3 fois avant de vouloir se jeter à l'aventure. Vous m'excusez. Je dirais à ces gens-là de faire beaucoup attention, par exemple, dans la vente d'un terrain, disons, familial, d'une maison, la seule maison qu'on a, vendre des choses chères ou alors aller emprunter de l'argent avec souvent des taux d'intérêt impossibles, juste pour venir dans un pays où peut-être vous ne parlez pas encore la langue, où vous ne savez même pas où vous allez dormir. On voit des gens...